Bonjour mesdames, messieurs. La question qui m'était posée, c'est quel rôle joue la chimie verte dans le développement durable, avec un point de vue industriel. Donc on va sortir du monde de molécules et on va regarder qu'est-ce qui fait l'industriel derrière avec cette molécule et surtout comment il utilise et exploite aujourd'hui les installations qui ont été mises en place il y a 10-20 ans. Parce que l'industrie chimique, on entend très capitalistique avec des installations qui sont très chères, parce que là, on sort un peu aussi de la pharma. Si on va dans l'industrie lourde, il faut aussi trouver des moyens d'améliorer l'outil existant et de répondre aux exigences d'aujourd'hui en termes de développement durable. Donc, je vais d'abord essayer de vous expliciter quel est le développement durable en milieu industriel. Et puis après, vous présenter rapidement Arkema pour d'ailleurs revenir à des exemples un peu plus concrets, des exemples d'application et de production et de conception de produits tels que nous, on le réalise tous les jours. Donc, le développement durable, on a eu une très belle introduction, donc je ne vais pas la répéter. Ce qui est important pour nous aujourd'hui et ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il y a 3 axes, donc économie, écologie et sociale. Donc le fameux People, Planet and Profit, ce qui est très important parce qu'au début, quand j'ai pris mon poste en tant que directeur RSE pour Arkema, on m'avait dit « Ah oui, tu t'occupes de l'environnement ». Je dis « Oui, mais aussi ». Et ce qui est très important, c'est la RSE, la responsabilité sociétale d'entreprise et la traduction et la réponse des entreprises au développement durable. Donc, les équipes de RSE, ils vont regarder comment l'entreprise répond à ces exigences-là et à ces demandes de progrès. On va regarder les valeurs qu'on crée et qu'on détruit. On va regarder aussi l'impact de l'entreprise de manière positive et négative dans la société qui est autour d'elle. On va regarder l'état et le potentiel de cette entreprise et on va le mettre dans les valeurs extra-financières de l'entreprise. Et ces valeurs extra-financières sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus prédictifs que le bilan financier de l'entreprise qui est très prudente, très réglementée, avec beaucoup de normes. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que surtout en France, depuis la loi Grenelle II, on est demandé de reporter sur ces valeurs extra-financières qui pèsent beaucoup sur les entreprises et leur potentiel de développement. Donc, c'est un très grand avantage en France que ça s'est fait. Et nos analystes financiers, donc, qui vont coter ou donner des avis d'achat ou de vente d'une action d'une entreprise, ces analystes vont commencer de plus en plus à analyser ces reports RSE parce qu'ils ont vu et compris que c'est une mine d'or des informations. Donc, je vous invite tous, si vous voulez bien connaître l'entreprise, de regarder le rapport annuel, le document de référence, et dans ces documents de référence, le chapitre RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Et là, vous trouvez beaucoup d'informations sur comment l'entreprise va se projeter dans le futur et quel potentiel elle a. Après, la responsabilité sociétale de l'entreprise, pour la mettre dans un contexte, et ça c'est une consultante et amie qui a mis ça, Madame Larocque, c'est plus que la philanthropie, même si ça commençait ainsi, avec le premier bâtiment mis en place de patrons pour leurs ouvriers. Ce n'est pas que l'éthique individuelle des dirigeants, c'est une éthique d'une équipe dans l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise. Ce n'est pas seulement l'attention à l'environnement et à la nature. Ce n'est pas qu'une démarche morale empathique, voire citoyenne, pour se justifier, pour dire que oui, la chimie pollue, mais elle a un impact positif. Ce n'est pas seulement une somme de bonnes pratiques, on va plutôt se mettre dans un cheminement vers la création d'une valeur partagée et regarder quelles valeurs on crée, quelles valeurs on détruit et comment on va les partager dans la société entre l'intérêt commun et l'intérêt des entreprises. Ça, c'est le futur et le développement de la RSE. Voilà. Après, comment ça se fait dans les entreprises? Donc là, j'ai pris un exemple d'un confrère, un DSM, qui est très avancé par rapport à ça.
Donc ce qu'eux, ils font dans leur rapport, par rapport au People, Planet, Profit, je m'excuse, c'est en anglais, je ne l'ai pas traduit. Donc par rapport au People, Planet, Profit, ils vont regarder quels sont les capitaux qui vont rentrer dans l'entreprise. Donc l'employé est aussi un capital, comme le capital intellectuel, de matières premières, de stakeholders, equity, leur asset en usine. Ils vont regarder quelle est la mission et la stratégie de l'entreprise et qu'est-ce qui sort derrière comme valeur, comme output, par exemple pour les employés, la sécurité et leur état de santé, leur engagement, leurs skills, dans quelle manière l'entreprise va améliorer la formation de ses employés. Après, ils vont regarder leur éco-plus solution, dans quelle manière leur produit répond aux exigences de développement durable. Et ils vont surtout et aussi regarder le profit, dans quelle manière l'entreprise crée de la valeur et de la valeur aussi financière. Et puis, quels sont leurs brevets, quels sont les royalties qu'ils ont. Donc, tout ça pour vous dire que pour une entreprise, tout cette People, Planet, Profit qu'on a dit très brièvement, devient un mécanisme relativement complexe. Moi, j'ai pris 1 heure pour comprendre ces slides-là. Je vous montre dans 3 minutes, c'est un peu exigeant. Mais je vous invite à le regarder de très près. C'est sorti de leur rapport annuel. Et c'est une philosophie, un moyen, un mode de management de l'entreprise qui évolue et qui est différente aujourd'hui que c'était encore hier. Voilà. Après, ce qu'on va regarder aussi, surtout quand on parle de la chimie et ses fardeaux, on va regarder la chaîne de la valeur. L'industrie chimique, c'est l'industrie des industries que je place tout juste derrière tout ce qui est extraction matière première ou de milieux naturels ou de déchets ou de puits de pétrole ou toute autre source qu'on peut avoir de nos matières premières. Après, dans cette chaîne de valeur, donc pour produire une voiture, on aura des molécules chimiques qui vont être créées, qui vont être transformées en polymères, en matériaux, qui vont voyager à l'intérieur de l'industrie chimique au moins 4, 5, 6, 7, 10 fois, pour après aller vers des sous-traitants qui sont encore à plusieurs niveaux pour faire la première injection pour une pièce, pour après la peindre, la couvrir, la assembler avec des plastiques, avec des métaux, pour d'ailleurs qu'ils trouvent leur place dans une voiture, par exemple. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, et surtout les OEM, donc le donneur d'ordre en industrie automobile, ils vont regarder quel est l'impact environnemental de tous les produits et tous les producteurs qui sont tout au long de leur chaîne de production. Et leur degré de visibilité, il va diminuer, le plus bas, ils vont tomber. Mais ce qu'on demande aujourd'hui à ces entreprises et nous, en B2B, donc en business, industriel, on voit aussi que les exigences du Tier 1 de OEM, ils commencent à voyager au travers de cette chaîne de valeur et revenir vers nous pour dire que vous, en tant que producteur de matières premières, de molécules et de plastique, de matériaux, je vous demande de me rendre compte et je commence à regarder globalement quel est l'impact de toute cette chaîne de valeur. Parce que je peux avoir ici un impact fort, par contre, elle peut m'aider à avoir moins d'impact plus loin. Par exemple, je veux avoir une énergie renouvelable propre. Par contre, j'ai besoin de panneaux photovoltaïques. La production de ces panneaux photovoltaïques a besoin de la chimie. Cette chimie aura un impact. Donc, pour pouvoir juger l'impact de cette énergie renouvelable, qui certes est très intéressant au niveau des émissions CO2, il faut que je regarde de Cradle to Grave, jusqu'à la fin de vie, y compris la gestion de fin de vie de ces panneaux photovoltaïques, quelle est la meilleure des solutions. Donc, ça veut dire tout au long de cette chaîne de valeur, de cette supply chain, on va se poser des questions, quel est le positionnement de chaque industrie, quelle est la répartition des impacts, quelle est la gestion de fin de vie de produits et quelle est l'externalisation de chacun, quel fardeau est-ce que je vais externaliser et quelles sont les responsabilités de chacun. Donc, on va faire des analyses de vie, analyse de cycle de vie. On va le faire de gate to gate,
Donc moi, je vais dire, j'achète ces produits et je vais le vendre et je vais rajouter tel impact environnemental. Mais la réponse à la question quelle est la meilleure solution, elle va du A à Z. Et c'est là où on va trouver. Donc ça demande que l'industrie, elle se mette dans un mode de collaboration et de compréhension de tout ce qu'elle fait. Et ça, c'est très exigeant et ça demande beaucoup d'échanges entre industriels qui parfois ne se parlent pas forcément et qui ne se connaissent pas forcément parce que mon producteur d'automobile, est-ce qu'il sait exactement d'où vient la matière plastique qui est là dans sa voiture? Voilà, donc ça devient assez intéressant. Après, ce qu'on va regarder aussi, et ça c'est pour l'industrie chimique très important, quelle est l'attente de nos parties prenantes? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Donc on va faire ça avec des analyses, ce que nous on appelle des analyses de matérialité, qui n'est rien d'autre qu'un échange formalisé avec nos parties prenantes. Donc nous on l'a fait pour Arkema, là c'est un analyste qui l'a fait pour toute l'industrie chimique, où il va regarder quel est le degré d'impact d'une question par rapport à la probabilité de cet impact. Ce que nous, on fait aussi souvent, et c'est pareil, le résultat sera le même. Quelles sont les attentes de parties prenantes extérieures, l'administration, le citoyen, le consommateur, par rapport à nos convictions, à nous, au sein de l'entreprise? Et on va poser des questions, par exemple, sur le corporate citizenship, sur le cash and capital management, donc sur la performance financière, sur le supply chain management, sur le management de notre capital humain, de nos salariés, sur le relationnel avec nos clients, sur la sécurité des personnes. Et ce que toutes les parties prenantes nous disent, et si vous analysez les analyses de matérialité de toute l'industrie chimique, c'est ça qui sort. Ce qu'on attend aujourd'hui, les parties prenantes entre nous, c'est qu'on soit innovant, qu'on a un product stewardship, donc une maîtrise de la toxicité de nos produits qui est là, et qu'on manage notre impact environnemental. Donc c'est ça qui importe à tout le monde et on se met d'accord là-dessus. Donc chez Arkema, on a à peu près le même résultat. Ça en sort toujours pareil. Donc c'est ça aussi qui est important qu'aujourd'hui. Et là, l'industrie chimique, elle est, moi j'ose le dire, exemplaire parce qu'elle cherche ce dialogue avec les parties prenantes. Elle se ouvre et quasiment toute grande entreprise dans la chimie fait aujourd'hui ces enquêtes-là et demande à ses parties prenantes et elle va le faire tous les 3 à 5 ans et ça va redéfinir le plan progrès dans l'entreprise. Parce que là aussi, votre CEO ou votre PDG, il peut dire que j'ai compris que ça est important pour vous. Il va pouvoir guider l'entreprise dans ce sens-là et aussi nous, au sein de l'entreprise, on peut expliquer au top management, regardez, c'est ça qui est important pour telle et telle partie prenante. Après, la décision de l'entreprise, quelle partie prenante elle prend plus au... Quel impact elle préfère regarder de plus. Voilà. Après, ce qui est aussi très important, et je trouve que c'est un formidable résultat de constatation de parties prenantes, ces objectifs de développement durable des Nations Unies, qui ont été publiés en 2015 et ratifiés en 2016, et où aujourd'hui, via Global Compact, on demande aux entreprises de se positionner et d'écrire leur contribution à ces challenges pour un meilleur monde de demain. Donc, quel est l'impact de l'entreprise par rapport, par exemple, à l'innovation, à l'infrastructure, à la gestion d'eau, au climat, aux villes, etc. Parce que ça permet aussi à l'entreprise, parce que moi je dis aussi en tant que business, je dis c'est la meilleure étude de marketing que je peux en avoir. Elle est simple, elle explique où sont les enjeux de l'humanité. Et si je suis dans une entreprise, je gère une entreprise qui répond à plusieurs de ces objectifs, je sais pertinemment comme l'entreprise a un avenir. Parce qu'elle répond à des enjeux et à des demandes de l'humanité de demain. Et c'est à ça que sert l'industrie en fini, et avec ça qu'elle va gagner son argent. Voilà, donc l'approche d'Arkema en termes de matière de RSE, parce que comme vous avez vu, c'est un concept, et après chaque entreprise, par rapport à sa philosophie, par rapport à son historique, doit trouver une approche qui lui est propre.
Parce que ce qui est très important dans cette démarche-là, moi je dis toujours chez Arkema, j'ai 19 000 collaborateurs qui doivent adhérer à la RSE. Il faut que ce soit une approche à son métier collectif et partagé avec un maximum d'adhésion des collaborateurs. Ça ne peut pas être une collage de marketing dessus pour faire un joli prospectus et puis après tout va bien. Il faut réellement que ce soit intégré dans l'entreprise, d'où aussi des différents degrés de maturité en termes de RSE. Et je préfère voir des entreprises qui sont honnêtes et qui disent qu'on n'est pas encore là, mais on va vers tel et tel objectif, que de voir des entreprises qui font de jolis prospectus et quand vous regardez un peu la réalité derrière, ça devient un peu du top-down et un peu compliqué. Donc chez Arkema, pour nous, c'est important que ça soit intégré dans l'entreprise et que ça soit vu et vécu par nos collaborateurs de jour en jour. Et parfois, ils le font sans le savoir, et c'est aussi bien. C'est comme la qualité. Voilà. Donc l'approche d'Arkema, pour le faire très, très rapidement. Donc, premier point, analyse de matérialité pour comprendre les attentes des parties prenantes. Deuxième, les ODD comme fil conducteur pour positionner l'entreprise là-dessus, donc les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et puis après, 5 axes intégrés dans le management de l'entreprise. Pour faire simple, donc là, vous voyez un slide, c'est le résultat annuel 2016. Donc nos 5 axes pour un chimiste, c'est la sécurité, l'environnement, l'innovation, le développement de nos collaborateurs et le dialogue avec les parties prenantes. C'était notre choix de nous positionner comme ça parce que nous, on estime que ça correspond à ce qu'on attend de nous. Et puis après, avec des objectifs, un industriel est très rationnel. Il a ses KPI, ses performance indicators, qu'il va mesurer, qu'il va regarder quel est son progrès. Il va se fixer des objectifs. Ce qui pour nous est très important, c'est l'environnement. Ce message, nous avons compris, avec nos parties prenantes aussi. On s'est fixé des objectifs, on suit 4 indicateurs, les gaz à effet de serre, le composé organique volatile, l'émission dans l'eau avec le DCO élargi à achat net d'énergie. Comme aussi, on va regarder la sécurité au travail. Et puis, il y a deux nouveaux objectifs de cette année. On s'est fixé des objectifs de diversité, à la fois de nationalité et de genre, parce qu'on estime que dans ce monde-là, c'est uniquement avec une diversité, avec des équipes diversifiées, qu'on va pouvoir relever tous les défis que nous avons en face de nous. Après ces démarches-là, ils sont analysés, regardés et mesurés par des agences de notation. Donc nous, on regarde le plus emblématique entre CDP, Sustainalytics, Ecom, et puis on a l'ambition d'aller dans le Dow Jones Sustainability Index. Le Dow Jones Sustainability Index, fait avec la notation de Robeco-Sam, c'est le Graal de l'RSE. Donc c'est là où vous trouvez le top de top, le meilleur 10%. Donc on veut y aller et on arrivera. Voilà, donc ça c'est notre engagement. Après, ça résume bien l'entreprise aussi après 10 ans depuis le spin-off de Total. Donc pour résumer, aujourd'hui, donc ça c'est le chiffre 2016, donc il y a 7,5 milliards de chiffre d'affaires, 19 000 salariés suite à une acquisition, présence dans 50 pays, 139 sites industriels et puis 3 pôles géographiques de R&D. Donc vous voyez aussi, ce qui est important pour un industriel, c'est qu'il fasse la RSE, le développement durable, non uniquement en Europe, mais aussi sur un périmètre mondial. Et là aussi, avec des mentalités et de réglementations qui peuvent être très divergentes. Donc l'entreprise, elle doit se forger son propre conviction et mettre la barre très haute pour correspondre aux réglementations dans tous les pays à minima. Voilà. Donc, là, je me rapprochais à la question un peu plus. Quelle est la place de la chimie verte dans le cadre du développement durable ? Et qu'est-ce que c'est la chimie verte pour nous ? On a eu un aspect, et moi j'ai dit, il y a plusieurs, et je voulais prendre un exemple qui est dans le transport. Donc nos produits ils vont se trouver dans les camions comme ils vont se trouver dans l'automobile, et surtout le transport aujourd'hui qui pèse très lourd dans les émissions CO2. Donc c'est un challenge d'améliorer notre façon de nous transporter
dans un temps donné, améliorer l'existant avant d'aller probablement vers d'autres solutions. Ça, je ne vais peut-être pas discuter ici. Ce que je veux démontrer ici, c'est comment on peut déjà améliorer ce qu'on a aujourd'hui, donc nos camions et nos voitures qui circulent sur nos routes. Voilà, ce que je voudrais vous démontrer, c'est que la RSE est clé dans le développement des matériaux. Et quand on va développer, nous, un nouveau matériau ou quand on va essayer de faire évoluer un produit qui est existant, on doit regarder tout ça. Donc ça veut dire on doit regarder quelle est la régulation, quelle est la résistance, donc les propriétés cherchées de ces produits, quelle est sa durabilité, est-ce qu'il va durer 10 ans, est-ce qu'il va durer 5 ans, on cherche la durabilité la plus longue possible, est-ce qu'il est biosourcé ou est-ce qu'il y a des lignes sourcing, est-ce que la chaîne de valeur est fiable et sécurisée, quels sont les aspects HSE pour nos travailleurs, pour celles dans la chaîne de la valeur et pour l'utilisateur final, quel est le meilleur compromis coût-performance, quel, par exemple, dans l'habitat de voitures, quelles sont ses propriétés de composés organiques volatiles, hein, ça qu'on ne veut plus l'avoir, et quelle est sa contribution ou pas à l'émission CO2 de la voiture ou du camion une fois qu'il sera sur la route. Donc tout ça pour vous dire que c'est un système complexe et pour chaque application, il faut se poser la question quels sont les paramètres les plus importants et comment est-ce que je peux améliorer et trouver le meilleur compromis pour répondre à une application donnée. Voilà. Hop. Donc les solutions concrètes que nous on a, je vais vous montrer 4 aspects. Donc biosourcé, nous avons le RIL 111 dans notre gamme depuis 60 ans. Qui est fabriqué à Marseille et à Cerquigny pour la France. On travaille sur l'allègement des matériaux et aussi par rapport à la mise en œuvre. On va parler un peu du recyclage, économie circulaire, Rilsan et Hélium, c'est donc ces 2 gammes qui répondent là-dessus. Et puis, s'il me reste un peu de temps, on peut aussi, ou plutôt dans la discussion, parler de nouvelles tendances, batterie, climatisation, qu'est-ce qu'on propose là-dessus. Et ce qui est toujours important pour l'automobile, pour ça je l'ai mis en bas en bande, c'est la fiabilité et sécurité du produit, la résistance au choc et à la température, la mise en œuvre et le coût. Si vous ne répondez pas d'une manière excellente à ces points-là, ce n'est même pas la peine de se pointer chez un équipementier ou chez son sous-traitant. C'est hors question. Vous pouvez avoir la meilleure solution, si elle est trop coûteuse, elle sort. Si la résistance au choc, la qualité n'est pas aussi bien que celle d'un produit existant, ce n'est pas la peine d'y aller. Ils ne prennent pas. Donc nous, on a essayé pendant des années, c'est clair, c'est comme ça, et on y passe. Et ils ont raison. Donc, chimie rénovable à base de récine. Donc, comme je disais, on travaille depuis 60 ans là-dessus, en étroite collaboration avec le producteur qui nous fournissent ces solutions, ces ressources rénovables. Et on cherche à être respectueuse par rapport à l'environnement. Quand on travaille sur ces huiles-là, sur ces matières premières qui sortent de la biomasse, vous avez tout de suite ces questions que vos clients aujourd'hui vont vous poser, mais tout de suite. Est-ce que ces cultures sont non combustibles? Est-ce que vous êtes en concurrence avec la chaîne alimentaire des êtres humains ou pas? Est-ce que les terres que vous utilisez, est-ce qu'elles sont en concurrence ou pas? On a eu des émeutes de faim au Mexique il y a une dizaine d'années parce qu'on utilisait le maïs pour la chimie biosourcée. On a appris cette leçon-là. Ce n'est pas notre produit, mais c'est pas la maïs. Nous, le ricin, c'est un peu différent. Donc nous, on peut dire que non, pas de problème pour nous, parce que c'est des produits, c'est des plantes qui sont sur des terrains semi-arides. C'est des cultures complémentaires pour nos paysans qui travaillent pour nous. Donc, sur ce point-là, on peut dire que pas de souci. Deuxième point, pas de OGM. C'est tout de suite demandé aussi. Nous, on dit non, ce n'est pas le cas pour ce produit. Utilisation de très peu de pesticides, parce que c'est indigène dans les régions tropicales où il est produit. Et c'est aussi un produit qui est résistant à la sécheresse. Donc, l'utilisation de l'eau pour fabriquer la plante, pour la faire croître, elle est aussi minimisée. Après, ce produit est naturellement résistant aux parasites et aux maladies. Il est cultivé sur un sol pauvre dans les zones semi-arides, comme je viens de dire. Donc, comparé au maïs ou au soja qui ont d'autres besoins. Et il utilise très peu d'eau. Et après, on a aussi une demande croissante
Mais cette huile aujourd'hui, elle est non sensible à la spéculation. C'est plutôt un marché de niche. C'est une huile de spécialité, mais il n'est pas aussi compétitif que le maïs pour le biocarburant. Donc on n'est pas dans ces spéculations-là, on n'est pas dans ces marchés-là. Donc tous ces cases-là, il faut les regarder et les cocher pour une biomasse qu'on souhaite mettre sur le marché. Et encore d'autres derrière, mais ça c'est les principaux. Donc une fois qu'on a cette huile-là, on va le convertir. Donc après là, je vais vous montrer quelques produits que nous, derrière, on va fabriquer ou sur lesquels notre produit est utilisé. Et pour vous désillusionner un peu, nos clients directs et aussi dans la ligne de production, pour certains, c'est complètement égal si c'est biosourcé ou pas. Ils ne vont pas vous donner un premium là-dessus, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la fiabilité et la sécurité, la résistance au choc à la température, la mise en œuvre et le coût. Et je dis pour certains, ils ont raison. Parce que ce que je vous montrais tout à l'heure, il faut regarder l'exemple dans sa globalité. Et il faut être sûr que votre produit qui sort de la biomasse dans son analyse de cycle de vie sera meilleur que le produit qui sort du puits de pétrole. Parce que quand vous allez planter votre biomasse, vous allez utiliser des pesticides, vous allez utiliser de l'eau, etc., etc. Donc ça peut être plus contraignant et avoir plus d'impact dans l'environnement que de faire un puits de pétrole dans les règles d'art, extraire le pétrole et fabriquer le plastique derrière avec. Donc ça, c'est des questions qu'il faut réellement se poser et les regarder de près. Je vous rassure, pour notre PA11, la réponse est positive, mais aussi parce qu'il y a des conditions agricoles qui nous sont positives. Voilà. Donc, ceci étant dit, après nous, ça ne nous empêche pas, on va aller vers l'allègement des matériaux. Et là, on va se dire, peu importe si c'est un produit bio-based ou si c'est un produit pétrole, s'il aide à alléger la voiture pour qu'on transporte, que le ratio de la masse humaine transportée est supérieur aux matériaux transportés pour vous amener de A à B, ça serait un impact positif pour l'environnement. Parce qu'une voiture qui est plus légère, c'est une voiture qui va avoir besoin moins d'énergie et va polluer moins pour vous amener de A à B. Donc là, nous, on a plusieurs produits. Il y a le récent haute température donc, qui va remplacer l'acier. Il y a le Kepstan, c'est un polyéthylkétone qui peut remplacer aussi dans le haute température jusqu'aux 260 degrés des métaux. On a notre Altuglas Shield Up qui est un verre plastique. Vous le connaissez peut-être sous le nom Plexiglas, nous on l'appelle Altuglas, c'est le nom de marque. Et vous avez aussi le Polystrand qui est encore un autre polymère qui est plus léger que l'aluminium et qui a une meilleure résistance au choc. Donc dans l'allègement, ce qu'on peut dire, c'est que, c'est Christian Colette, notre directeur R&D, qu'on cite là, que si on peut substituer le verre dans une voiture par du plastique, on peut alléger la voiture de 100 kg, donc on va gagner 0,4 litres au 100 km, soit 5% de sa consommation. Et ça, c'est pas rien. Après, il y a d'autres contraintes. Est-ce que le plastique sera toujours bien transparent, la résistance aux rayures, etc., etc. Mais il faut toujours regarder le système dans sa globalité et regarder quelle est la meilleure solution qu'on voudrait utiliser. Vu l'avancement de temps, je ne vais pas vous montrer le film sur la Shield Up. Je vais vous laisser le slide si vous voulez le mettre derrière sur le site, c'est tout à fait possible, la petite filmette. Pour parler un peu plus de l'offre de services que nous on fait, c'est l'éco-conception. On va accompagner nos clients pour regarder pour eux-mêmes quelle est la meilleure des solutions. Est-ce qu'un polymère biosourcé comme le PA11 pourrait être bénéfique pour son application? On va essayer, nous, d'améliorer nos processus de production et aussi celles de nos clients par rapport aux pratiques de sécurité et la gestion des déchets. Parce que parfois, quand on est dans un système d'injection, on peut avoir des déchets de chute qu'on peut peut-être recycler tout de suite entre industriels. On va regarder aussi la durée de vie d'utilisation. Nous sommes dans le polymère technique, donc dans le polymère de haute qualité
Donc, je vous rassure, un plastique peut avoir une durée de vie qui est très longue, il peut être très résistant. Par exemple, votre panier lave-vaisselle, hein, c'est du PA11 généralement. Donc, c'est un produit qui, tous les jours, au moins une fois par jour, va répondre à une forte chaleur avec des produits chimiques, le liquide qui est assez agressif. Donc, ces plastiques, ils peuvent avoir une longue durée de vie. Il y a plastique et plastique. Il y a ceux qui usent vite et il y a ceux qui résistent un peu mieux, voire très bien, et qui peuvent faire concurrence à d'autres solutions. On va essayer de prévenir la pollution entre nous et nos clients, diminuer l'utilisation d'énergie chez nous comme chez notre client. Regardez si on ne peut pas reformuler le produit pour que sa machine de transformation peut fonctionner à une température plus basse. On va travailler sur la diminution des déchets, réduction de poids, recyclage, économie circulaire, avec une optimisation de la collecte, définir des programmes de recyclage, améliorer le tri, et puis aussi regarder chez nous, comme dans notre chaîne d'approvisionnement, comme chez nos clients, quelle est la politique RSE de tous ces mondes-là qui s'est mis en collaboration. Donc on va réellement aller dans une industrie, écosystème, et de collaboration pour trouver la meilleure solution, si on veut la trouver. Un industriel tout seul, un chimiste tout seul ne va pas pouvoir le faire. Il faut qu'il travaille avec ses clients, les clients de ses clients, comme il travaille avec ses fournisseurs pour optimiser l'ensemble. Là, nous, on a mis en place une offre de collecte pour le PA11, parce qu'on voulait à un moment donné aussi le voir dans l'électronique, ou on le voit dans l'électronique. Et c'est extrêmement compliqué parce que pour l'utilisateur, un plastique est un plastique. Et si vous voulez chercher vos granulés de PA11 ou vos petites plaques de PA11 que vous avez mis quelque part, il faut être très sélectif dans la collecte. Et il faut aussi former dans l'automobile ceux qui démontent les voitures et qui cherchent à les recycler. Donc là, on va retrouver notre OEM. Par exemple, je discutais avec mon collègue de chez Renault qui est en train de monter une filière assez impressionnante de recyclage de voitures pour le faire correctement et lui expliquer où il va trouver votre plastique et comment vous pouvez le récupérer derrière pour pouvoir le recycler. Voilà. Hop. Donc tout ça, pour vous dire dans le temps imparti que le biosourcing, ce qu'on attend souvent par la chimie verte, c'est un élément dans un univers qui est relativement complexe, sans vouloir le complexifier exprès, mais il est comme ça, et que la solution, elle peut être trouvée uniquement en collaboration de toute une industrie et pas par un producteur tout seul. La chimie peut apporter des solutions, mais elle doit se mettre en open innovation, en mode collaboratif, avec ses clients, comme elle le fait déjà dans le passé, mais encore davantage, pour participer à ces solutions et relever le challenge de demain qui se présente déjà aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie de votre patience avec mon français, votre écoute et de vos questions à venir aussi. Merci beaucoup.